Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour, bienvenue à vous. Vice-présidente socialiste du Sénat, par ailleurs sénatrice de Paris. J'accueille également Jannick Halimi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du journal Le Parisien. Bienvenue. Philippe Dallier est également sur ce plateau. Vous êtes vice-président LR du Sénat, sénateur de la Seine-Saint-Denis. J'accueille également Nicolas Tenzer. Bonjour, vous êtes politologue, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Et enfin, François Patria. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe La République En Marche, ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. On voit cette rentrée politique délicate pour Emmanuel Macron. François Patria, on va essayer de comprendre un petit peu les conséquences au Sénat, justement, puisque finalement, on s'était quitté avec cette affaire Benalla il y a un mois. C'était la première crise d'ampleur pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. On voit que le contexte politique, parlementaire a changé. Dans quel état d'esprit êtes-vous en cette rentrée parlementaire, justement? Vous savez, il y a un de vos confrères, madame, qui écrit un jour les étés meurtriers. C'est toujours pendant les étés que se passent des événements importants, politiques. Contrairement à ce qu'on croit, on pense que l'été est calme et en fait, pendant l'été, il se passe. Là, moi, je relativise les événements. Tous ceux qui ont voulu faire de l'affaire Benalla une affaire d'État regardent avec un petit peu de recul aujourd'hui et montrent qu'il s'agit d'un épiphénomène de la vie politique qui ne méritait pas d'être transformé en affaire Dreyfus. Reste maintenant qu'il y a 2 jours pour traiter le dossier, traiter dossier important. Il y a le remaniement ministériel, remplaçant ou pas remplacement, je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis, il y a aussi le fait que le président doive trancher sur le prélèvement à la source. Les décisions seront prises dans les 48 heures sur ce sujet. Jeudi matin, on passera à la réalité de la rentrée, qui n'est pas jamais une rentrée facile, et où l'équation budgétaire va être bien entendu difficile à résoudre. On va rentrer dans le budget, on va rentrer dans les réformes que nous devons continuer, réformes qui vont poursuivre, non pas comme le disait David Assouline. Continuer à ce rythme, ou est-ce que quand même il y a un contexte qui va imposer une nouvelle méthode? C'est ce qu'appelle d'ailleurs Jean Pisani-Ferry dans un entretien. Moi je pense que la méthode jusqu'à présent a été la bonne puisqu'on a réussi à voter un certain nombre de textes très importants, dont 13 très importants récemment, qu'il reste à régler le problème des retraites, qu'il reste encore à régler la réforme de la... Il y a des réformes importantes, donc je crois qu'il ne faut pas baisser la garde aujourd'hui, faire ces retraites, faire ces réformes, espérer qu'elles produisent leurs effets le plus vite possible de façon à poursuivre l'action du gouvernement. Nicolas Tenzer, il doit poursuivre sur ce rythme de réforme, Emmanuel Macron, malgré ce contexte qui est quand même un peu différent, voire beaucoup de la rentrée. Je crois qu'il n'a pas le choix. Je crois qu'il n'a pas le choix, d'abord parce qu'il s'y est fermement engagé, et ensuite parce que la légitimité, il la tient précisément sur sa posture de réformateur. Donc il doit faire évidemment attention à ce que ces réformes paraissent justes, paraissent équilibrées, paraissent produire leurs fruits, ça c'est indispensable. Mais je crois qu'il n'a vraiment pas le choix que de poursuivre. Alors, est-ce qu'il doit changer sa réforme, communiquer mieux, faire des réformes plus équilibrées, donner mieux le sens aux gens, non seulement du fond des réformes, mais aussi de l'équilibre pour les différentes catégories sociales? Ça, je crois que c'est très important. Oui, certainement. Il y aura peut-être un certain nombre d'amendements, un certain nombre de dispositifs à modifier. Mais encore une fois, sur le fond du mouvement, je ne vois pas qu'il puisse en être autrement. Ce n'est pas parce qu'on va avoir bientôt, il faut le savoir, un cycle électoral important avec les élections européennes l'année prochaine, ensuite avec les élections municipales, qu'il faut arrêter. Et je crois que sinon, encore une fois, il perd tout ce qu'il a pu capitaliser jusqu'à présent. Est-ce qu'il pourra compter sur le soutien du groupe LR au Sénat cette année? Philippe Dallier, on sait que l'année dernière, certaines réformes ont pu justement être votées grâce aux voix ici de la majorité sénatoriale. Est-ce que ça a changé quand même le contexte depuis justement cet été et les différentes affaires qu'on vient d'évoquer? Jacques Chirac avait l'habitude de dire que les emmerdes volent en escadrille. Je crois qu'on en a eu la démonstration pendant cet été. Mais contrairement à ce qu'a dit François Patria, moi je crois que l'été restera un marqueur dans le quinquennat. Je pense que l'histoire du Nouveau Monde, ça c'est terminé. Après l'affaire Benalla, et on pourrait reparler de la nomination de Philippe Tesson au consulat à Los Angeles, en ayant changé les règles, tout ça, ça démontre que, franchement, de ce point de vue-là, on était dans l'enfumage. Mais le principal n'est pas là. La question, c'est la politique menée par Emmanuel Macron. Ce qui a changé également durant l'été, c'est que maintenant, on a une croissance qui est en berne. On sait qu'elle ne sera pas au niveau attendu en 2018 et les prévisions pour 2019 sont mauvaises. Le chômage ne baisse pas. Le déficit tel qu'il est prévu dans le projet de budget pour 2019 va augmenter. La dette va continuer à s'accroître. Voilà les questions qui se posent aujourd'hui à la France. Et donc la question n'est pas de savoir à quel rythme il faut réformer, le nombre de réformes et le soutien que le président de la République pourrait obtenir ici ou là. Nous avons effectivement voté un certain nombre de réformes. Mais la question qui se pose, ça n'est pas fini, tout dépendra de ce qu'on va nous présenter. Mais en tous les cas,
à plus d'un an d'élection d'Emmanuel Macron, on peut faire un premier bilan. L'embellie de la fin 2017 sur laquelle le gouvernement a surfé, le président de la République également, c'est terminé. Et la situation est maintenant difficile pour le gouvernement. Les promesses qui ont été annoncées, on voit déjà qu'elles sont en train de s'étioler. La baisse des charges pour les entreprises, on va remplacer le CICE, ça devait être en début d'année 2019, ça sera au mois d'octobre. Pour les Français, c'est un peu la douche froide en matière de pouvoir d'achat. Donc la situation est en train de changer, l'ambiance est en train de changer, à la fois politiquement, parce que le nouveau monde c'est fini, mais également parce que la situation devient beaucoup plus difficile. Yannick Halimi, c'est le lot finalement de tous les présidents, l'état de grâce ne dure qu'une année ? Oui, même pour certains présidents, il est beaucoup plus court. On se souvient du dernier, François Hollande, dès le mois de juillet ou dès le mois d'août, avec ce fameux été calamiteux ou meurtrier. Pour le coup, il n'a pas été meurtrier, Dieu merci. Vous vous souvenez de l'été 2012 et la cote de popularité de François Hollande n'a pas véritablement redécollé. Donc les états de grâce peuvent être beaucoup plus courts. On peut dire que même si ce n'est pas un état de grâce qui a duré un an, parce qu'on a la mémoire courte, Emmanuel Macron, le gouvernement a quand même subi pas mal de bandéries de la part d'un peu tout le monde, l'opinion publique, sa cote de popularité baisse depuis un certain temps, l'opposition quand même donne de la voix depuis plusieurs mois, même à une opposition de gauche, notamment à l'occasion d'une réforme comme celle de la SNCF, celle de droite notamment depuis l'affaire Benalla. Donc je pense que l'état de grâce a été quand même relativement plus long pour Emmanuel Macron que pour d'autres, mais là où je dirais pour résumer enfin un propos liminaire, le problème pour Emmanuel Macron, c'est que au bout d'un an et les affaires, on peut dire les 3 points sur lesquels il voulait peut-être se singulariser, sans parler de macronisme, et par rapport aux autres présidents, c'était l'efficacité. On l'a dit, l'efficacité pour le moment n'est pas au rendez-vous. Il a dit tout de même lui-même qu'il lui fallait 1 an et demi à 2 ans. Il manque quelques mois. L'autre point, pardonnez-moi, c'était et de droite et de gauche. On a plutôt vu quand même la flexibilité que la sécurité, on va voir ce qui arrive. Et puis l'autre point, pardonnez-moi, et je termine là, central me semble-t-il dans le discours, et plus que ça, on peut parler de vision, bon, en tout cas le programme d'Emmanuel Macron, c'était l'Europe, plus d'Europe. Et là, pour le moment, on est en deçà du manche. Donc le problème est ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais en tout cas à Emmanuel Macron et à ses alliés sur ce calendrier parlementaire, Marie-Noëlle Lienemann, vous, dans quel état d'esprit êtes-vous ? D'abord, moi je pense que c'est pas un hasard si sa cote est basse. C'est pas une question de méthode. Alors il y a signal enfumage, on va faire de la politique autrement. On a vu que bon, c'était pas du tout autrement, et même c'était parfois bien pire que ce qui se passait avant. Mais en tout cas, c'est le fond. Le fond, c'est que les politiques libérales, on nous les vend comme susceptibles d'améliorer la situation, chômage, pouvoir d'achat, capacité de la France à retrouver une classe économique dynamique et croissance, mutation à la fois technologique et environnementale. Et tout ça est bidon parce que c'est des politiques libérales injustes qui accumulent les injustices sociales et l'inefficacité économique. Et là, c'est particulièrement frappant parce que non seulement toute l'Europe va pas bien à cause des politiques européennes qui sont menées, mais alors nous, la France particulièrement, voilà, bien la France particulièrement. Donc de ce point de vue, la politique de Macron, il peut toujours dire on va faire plus de réformes parce que c'est toujours ça. On n'en a pas fait assez. Il faut encore être plus libéral, encore plus dérégulé. Là, il y a des études du FMI qui montrent que plus on dérégule. Il a été élu aussi sur cette promesse. Oui, mais il a été élu avec 24%. Attendez, 30 secondes. Il a fait 24% au premier tour sur ça. Au deuxième tour, les gens qui ont voté pour lui, c'est pas pour ses réformes, c'est pour faire barrage à Marine Le Pen. Il faut quand même se rappeler. Il y a eu les législatives tout de même. Oui, non, mais bien sûr, mais on connaît ça comme argumentaire. Chaque fois qu'il y a un président qui est élu, on veut lui donner une majorité. Et donc, on connaît ça par cœur. En tout cas, la légitimité de la réforme n'était pas aussi installée. En revanche, les Français se disaient, si ça peut marcher, même si c'est pas génial, pourquoi pas ? Ils voient que ça marche pas. Et donc là, on est dans une décomposition qui, à mon avis, est durable. Alors, comment j'envisage cette rentrée ? Cette rentrée de façon offensive pour faire barrage aux réformes nouvelles qui veulent encore nous décider. Quelles que soient les réformes, Marie-Noëlle Lienemann. Pas quelles que soient. Je donne exemple. UNEDIC, retraite. Je suis très hostile aux propositions que je vois
poindre ou se préparer, en tout cas la retraite par points, par Emmanuel Macron. François Patria, comment le gouvernement peut-il justement regagner la confiance et essayer de faire passer ces réformes au Parlement? Est-ce qu'on va finalement assister à des débats stériles avec un Sénat qui, de nouveau, comme on a pu le connaître justement avant la suspension des travaux parlementaires, a une situation de blocage? D'abord, vous dire que je me sens un peu C'est seul. pas stérile. C'est pas stérile. Face à ce déchaînement d'espérance de voir échouer Emmanuel Macron. J'ai le sentiment que je vois que à la fois Marie-Noëlle et Philippe sont totalement opposés de leur conception politique, mais se retrouvent avec une forme d'engouement et de jouissance sur le fait qu'il faut à tout prix empêcher Emmanuel Macron de continuer. C'est ça le problème. Ils sont tous les deux ensemble. Donc voilà, on peut jouer sur l'échec de la France, on a raison. C'est de la vieille popole, on le fait tous les jours. Alors l'argument du 24%, je rappelle que Mitterrand avait été élu avec 25% au premier tour, Jacques Chirac avec 19%, tout le monde. C'est pas un argument. C'est ça a toujours été le premier tour, c'est le deuxième tour qui compte. Il y a autour des... Et aujourd'hui, contrairement, j'entends bien aujourd'hui, grande partie de la presse, et l'opposition réunie, très divisée, mais réunie, divisée dans son sein, mais réunie autour, aujourd'hui faire bloc. Mais moi aussi, j'entends des gens sur le terrain qui me disent tous les jours, tenez bon. Mais tenez bon, parce que est-ce que je me tourne vers Philippe, est-ce qu'il faut aujourd'hui ne pas baisser les charges des entreprises? Est-ce qu'il faut ne pas rendre de la compétitivité à ce pays? Faut-il ne pas le faire? Est-ce que quand on baisse l'impôt sur les sociétés de 33 à 28%, Philippe Dallier est contre? Il a raison d'être contre, j'entends bien, mais je ne vois pas la cohérence de son discours. Mais non, pas du tout. Baisser la compétitivité, je vois aussi le discours de Marie-Noëlle qui dit plus de charges, plus de dépenses, plus d'endettement, tout va bien. C'est ce que... Alors, Philippe Dallier, votre réponse, c'est la France qui dépense. La France qui s'endette. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Allez-y, Philippe Dallier. Pour être très clair, la situation de la France étant ce qu'elle est, 2250 milliards d'euros de dette, je ne souhaite qu'une chose. Pas du tout. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'effectivement, la France s'en sorte. C'est-à-dire qu'il faut réduire les dépenses publiques pour réduire l'endettement. Je ne souhaite que cela. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les décisions qui ont été prises sont les bonnes? Et là, on peut se poser la question. Et je crains effectivement, on verra si l'avenir me donne raison, à une autre échelle, mais un peu comme François Hollande qui, en 2012, était certain que la croissance allait revenir et s'est lancé dans des politiques qui ont été calamiteuses. Je crains effectivement que l'embellie du deuxième semestre 2017 soit un peu montée à la tête de nos gouvernants. Et je pense que du coup, sur un certain nombre de sujets, ils ont pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Et ils sont contraints aujourd'hui, alors que la situation se dégrade, de retarder un certain nombre de choses. La baisse des charges des entreprises, cher François Patria, elle est repoussée à octobre 2019. Elle devait être faite plus tôt. Là, à la fin de l'année 2018, pour boucher les trous, on va demander aux grandes entreprises un acompte d'impôts sur les sociétés supplémentaires. Est-ce que ça va dans le sens, effectivement, d'une amélioration de la situation des entreprises? Non. Donc, c'est que je conteste, c'est effectivement un certain nombre de décisions, et il va y avoir des choses très difficiles à assumer qui vont venir. La suppression complète de la taxe d'habitation, que personne ne réclamait. Au total, c'est 20 milliards d'euros par an pour l'État. Personne ne sait comment on va trouver cela, et c'est pour 2020. Marie-Noëlle Lienemann, allez-y, rapidement. Elles sont où, les économies? Je veux qu'on entende aussi Jeannie Calimi, Ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut continuer les mêmes politiques qu'avant, on réduit les charges. Il faut réduire le déficit et la dette au moins. Allez-y, Marie-Noëlle. 30 secondes. Oui, mais moi je le fais par une autre méthode. Je le fais par la méthode qui soutient la croissance avec deux grands piliers dans cette croissance. La redistribution sociale en faveur des catégories populaires et moyennes pour qu'elles soutiennent une consommation et qu'elles permettent une consommation qualitative et pas toujours le moins cher pour etc. Et deuxièmement, je suis pour des investissements qui modernisent le pays, que ce soit les investissements dans les entreprises ou les investissements d'infrastructures. Ça veut dire que, par exemple, requalifier les aides aux entreprises en les ciblant et en les conditionnant pour être sûr qu'on ne gaspille pas de l'argent dont on a bien besoin par ailleurs et qui par ailleurs creuse des trous dans le déficit pour aider, par exemple, ce que j'observe, c'est que tout le monde analyse que nous n'avons pas des politiques industrielles et c'est pas une question de baisse de salaire ou de charge, parce que nos salaires sont souvent moins chers, mais on n'a pas les créneaux, parce qu'on n'a pas fait les modernisations qui s'imposent. Donc c'est une autre politique, redistribution, investissement. Et c'est cela que les Français commencent à se voir, c'est que le toujours plus, toujours serrer les ceintures des pauvres, toujours réduire les déficits. Alors on a vu un petit peu cette rentrée économique qui s'annonce compliquée, mais il y a aussi François Patria. Par les réformes libérales. Elles s'en sortent vachement. Je voudrais qu'on avance dans ce débat et qu'on parle aussi de la révision constitutionnelle, puisque ce devait être le morceau de choix de cette rentrée au Sénat. Pour l'instant, le gouvernement n'a toujours pas levé le doute sur ses intentions. Alors les explications de Jérôme Rabier.
Le feuilleton de l'été de l'affaire Benalla jouera les prolongations au mois de septembre, au moins au Sénat. Car contrairement à la commission d'enquête de l'Assemblée qui s'est achevée sans conclusion au cœur de l'été, celle du Sénat compte bien poursuivre ses auditions sous la présidence de Philippe Bas. Une affaire qui avait obligé l'exécutif à stopper la révision constitutionnelle et le gouvernement a annoncé le report de son examen de quelques mois, sans toutefois vouloir l'abandonner. Aucun conservatisme dont on a vu qu'ils étaient à l'œuvre et dont les derniers jours du mois de juillet ont démontré que par une obstruction parlementaire acharnée, on ne souhaitait pas réviser la Constitution. Rien ne doit empêcher ce que le peuple français a souhaité dans les urnes. Mais avec un calendrier parlementaire chargé et des premières échéances électorales avec les européennes en mai prochain, le gouvernement prendra-t-il le risque de rouvrir le dossier ? C'est en tout cas le vœu du président de l'Assemblée. Moi, je souhaite en effet que la réforme constitutionnelle soit réinscrite à l'ordre du jour dès que possible, parce que je souhaite tout simplement qu'on traite ces problèmes-là. Vous le souhaitez, François Dodiot, vous pressentez qu'elle est en train tout doucement d'être enterrée, cette réforme ? Non, je ne le crois pas, et ce serait une très mauvaise chose d'ailleurs. Au Sénat, où Gérard Larcher a négocié pied à pied avec le gouvernement, on affirme être prêt, tout en maintenant deux conditions qui pour l'instant ne sont pas garanties par l'exécutif. Nous n'y avons jamais été hostiles par principe. On a posé deux conditions. Les droits du Parlement, et on a vu en juillet que ce n'était pas inutile, les droits du Parlement. Je vous renvoie à la commission d'enquête du Sénat. L'affaire Benalla, et la représentation territoriale. Pas enterrée mais menacée, cette révision constitutionnelle est pourtant au cœur des promesses électorales d'Emmanuel Macron de renouveler le fonctionnement de la vie politique. Yannick Halimi, cette révision constitutionnelle, on voit que la fenêtre de tir est très faible, très ténue pour le gouvernement. Elle est définitivement enterrée selon vous ? Non, je ne crois pas. Vous avez fait parler quelques ténors et du gouvernement et de l'Assemblée nationale qui estiment qu'elle ne doit pas être enterrée. Pour le moment, officiellement, elle est reportée, elle n'est pas reportée sine die, elle est reportée à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc, en tout cas, la réforme des institutions, puisque bien sûr, nous sommes dans la maison qui doit définir et déterminer le sort de la réforme constitutionnelle. Elle n'est pas enterrée. Mais si la question qui est la vôtre, c'est que peut faire Gérard Larcher, puisque nous sommes à Public Sénat. Alors Gérard Larcher, il le dit, il le répète, il était plutôt favorable. Il avait trouvé des terrains d'entente avec François de Rugy, avec Richard Ferrand, avec monsieur Marc Fesneau. Si, des terrains quand même, il le dit. Certaines des lignes rouges qui étaient les siennes ont été estompées. Il disait dans nos colonnes à nous, excusez du peu, en juillet, qu'il pensait qu'une réforme positive des institutions était tout à fait possible. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'affaire Benalla, et sans qu'il y ait un rapport de cause à effet, ni même de comparaison possible, le climat politique s'est alourdi. L'affaire Benalla, l'affaire Hulot, l'affaire Nyssen, les incertitudes, la confusion sur le prélèvement à la source. Bref, est-ce que Gérard Larcher va pouvoir tenir, si je puis dire, les oppositions qu'il incarne, tout de même notamment au Sénat, celles des centristes et surtout des Républicains, incarnées notamment par Bruno Retailleau et par Philippe Bas. Est-ce qu'il va pouvoir faire en sorte de calmer leur opposition? Est-ce qu'il va devoir lui aussi basculer, si je puis dire, dans une opposition vivace, que ce soit sur les institutions ou sur autre chose? La question se pose. Le dernier point tout de même, c'est que Gérard Larcher, qui est un fin politique, c'est que derrière tout ça, il y a un rapport de force. Je reviens à la réforme des institutions. Le rapport de force, c'est que s'il refuse, s'il n'arrive pas, ou s'il lui-même refuse de signer la réforme constitutionnelle, pour lequel, bien évidemment, le Sénat est indispensable, La République En Marche fait valoir le fait que, la réforme n'est pas enterrée, qu'ils vont bien trouver des créneaux dans l'agenda d'ici la fin de l'année, et que, du coup, la réforme des institutions pourrait tout à fait être votée sans du tout l'accord du Sénat, mais dans son jus primitif, c'est-à-dire sans les améliorations, entre guillemets, souhaitées par Gérard Larcher, et là, Gérard Larcher de jouer. Ouais, Nicolas Tenzer, puisqu'on évoquait aussi cette commission d'enquête, Benalla, qui a été suspendue à l'Assemblée nationale, elle va continuer ici au Sénat très prochainement. Est-ce que ce climat, justement, va être propice à mener à bien cette réforme? Mais moi, je pense qu'il faut absolument déconnecter les deux. Je veux dire, il y a effectivement cette commission d'enquête parlementaire qui doit continuer son travail, ça me paraît indispensable. Il n'est pas question qu'il puisse y avoir la moindre entrave à son travail. À l'Assemblée nationale, bien sûr, voilà, mais je pense que ça, c'est indispensable.
indispensable, encore une fois, que ça continue. L'autre chose, c'est la révision constitutionnelle ou la réforme constitutionnelle, parce qu'il n'y a pas que de la Constitution dedans. On ne va pas rentrer là dans les détails, il y a comme des choses qui ne se relèvent pas de la réforme. Voilà, exactement. Donc, ce sont des choses assez différentes. Et là aussi, je dis, à partir du moment où c'est une promesse, effectivement, de campagne, qui a eu un engagement, aujourd'hui, sur le plan symbolique, et sans porter le moindre jugement sur le contenu de cette réforme, il paraît inimaginable, là ce serait un échec, que le président de la République décide de l'abandonner. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, je reviens juste une seconde, un point qui a été juste évoqué préalablement. Je crois que pour le président, il est évidemment très important qu'il perçoive bien comment les différentes catégories sociales vont bénéficier ou perdre de toutes les réformes engagées. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Il va falloir, je crois, qu'il puisse travailler, que son équipe puisse travailler catégorie par catégorie pour savoir qui perd, qui gagne. Si on prend le bilan redistributif des réformes, avec ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins, les différences en termes de cotisation, les évolutions de la CSG, la suppression de la taxe d'habitation, les impôts qui... Les retraités se sentent beaucoup ciblés. Et ça, je crois que c'est très important. Et cette question qui a été évoquée par nos parlementaires du pouvoir d'achat et de la perception, on sait que c'est le principal risque aujourd'hui du prélèvement à la source tel qu'il est conçu. Non pas la réforme elle-même, la réforme qui paraît raisonnable, d'ailleurs elle est adoptée depuis très longtemps dans de très nombreux pays, mais son effet immédiat. Et son effet immédiat, dans le contexte aujourd'hui, paraît effectivement risqué. Donc on va voir comment le gouvernement va décider. François Patria, sur cette réforme des institutions, son premier volet, on voit que le calendrier parlementaire est très encombré. On va commencer à examiner le budget. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra arriver au Sénat avant Noël? Est-ce qu'il va falloir attendre janvier? Est-ce que vous avez une date? D'abord, permettez-moi un instant quand même de revenir sur la poursuite de la commission d'enquête. Moi, j'ai bien le sentiment que le Sénat n'a rien à faire. Parce que vraiment, sur l'affaire Benalla, tout a été dit. Le chef d'État l'a dit lui-même. Alors, il y a des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre. On nous fait croire qu'il y a des zones d'ombre tous les jours. Est-ce que vous pensez, moi qui fais rencontrer beaucoup de personnes pendant ces 2 mois, je veux dire que quand vous interrogez les Français, le sujet de l'affaire Benalla, ça les saoule. Ça les saoule. Mais pourquoi? Il y a même un rejet parfois de la presse en disant pourquoi on en a fait autant. Donc, qu'on continue dessus, on ne va pas l'empêcher, on va continuer. Mais je ne vois pas si vraiment l'urgence au Sénat, dans ces temps où c'est difficile, comme l'évoque Philippe Dallier, c'est vraiment de poursuivre l'enquête. Elle sera poursuivie, on attendra les résultats et on verra. Deuxième chose, c'est que je pense que la réforme... Il y a une procédure judiciaire en plus. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a une procédure judiciaire qui suivra son cours. Très bien. Bon, maintenant sur la réforme constitutionnelle, je pense qu'effectivement, moi je pense et je crois que le chef de l'État a envie qu'elle arrive à son terme. On verra bien comment le Sénat. Je ne doute pas de la volonté de Gérard Larcher d'avancer, de trouver des compromis. Mais je sais que dans le même temps, il a en face de lui des gens dans son propre mouvement qui ne sont pas du tout prêts à faire ce cadeau au chef de l'État. Je crois qu'il y a les députés républicains qui sont farouchement hostiles à la proportionnelle, qui sont vent debout et qui ne veulent pas de la réforme non plus. Donc je ne vois pas très bien où va être le compromis sur ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il y a une loi organique, il y a une loi ordinaire, que de celle-là va dépendre l'avenir des assemblées, du nombre de parlementaires par ailleurs, et que celles-là, elles iront jusqu'au bout. Tout ça prendra sans doute qu'au mois de février et mars, je pense. Mais je pense qu'on arrivera au bout. Oui. Philippe Dallier, on arrivera au bout de cette réforme Je des n'en institutions. sais strictement rien, mais comme l'a dit le président du Sénat, Gérard Larcher, il y a des lignes rouges que nous n'accepterons pas de franchir. Voilà. Alors pour les Français, qu'est-ce que c'est que la réforme constitutionnelle? Ils ne rentrent pas dans le détail, constitution, loi organique et loi ordinaire. Pour eux, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Point barre. Là-dessus, nous l'avons dit, nous sommes prêts. Des mandats aussi. Oui, dans le temps, ok. 3 mandats de 6 ans. Oui, effectivement, tout ça, ça fait partie des fausses bonnes idées, mais enfin, peu importe. Sur la réduction du nombre de parlementaires, on peut trouver un accord. Nous y mettons une condition. Nous souhaitons qu'il reste au moins un député et un sénateur par département, et dans le moins de départements possible. Parce qu'il faut se rendre compte de ce que sera le travail de ces parlementaires. Il y a des départements qui sont grands territorialement parlant. Quand vous n'aurez plus que 2 parlementaires, un député, un sénateur, je ne suis pas sûr que ça soit une grande amélioration. Donc nous sommes prêts à discuter, mais il y a un seuil en dessous duquel nous considérons que le travail ne pourra pas être fait efficacement. Et puis, donc là-dessus, on peut tout à fait discuter. Maintenant, il y a un point sur lequel, et l'affaire Benalla, contrairement à ce que dit François Patria, elle aura au moins démontré une chose, bien évidemment.
elle a démontré, cette affaire, combien il est utile et nécessaire dans toute démocratie qu'il existe de réels contre-pouvoirs. Le Sénat joue ce rôle aujourd'hui. On voit comment l'Assemblée a bâclé le travail, comment la majorité de La République En Marche a fermé le banc en disant il n'y a plus rien à voir. Eh bien, le Sénat va continuer à faire le travail. Eh bien, nous verrons bien, au bout du compte, s'il y a des choses à mettre en cause ou pas, notamment dans le fonctionnement du cabinet à l'Élysée. Nous verrons. Mais en tous les cas, le travail doit être fait. Donc, le point sur lequel, effectivement, nous n'accepterons pas de céder, c'est celui de la réduction des pouvoirs du Parlement. Ça veut dire le droit d'amendement, ça veut dire l'agenda du Parlement, et ça veut dire pour le Sénat, la navette parlementaire. Nous n'accepterons pas, effectivement, sur la CMP, de passer par perte et profit. C'est peut-être technique pour les Français, mais tout cela, effectivement, c'est la garantie qui leur est donnée que nous aurons un Parlement qui soit un véritable contre-pouvoir. Sur cette révision. Alors d'abord, quand j'entends... Et la commission d'enquête Benalla. On connaît le discours. Vous êtes contre cette réforme, donc vous êtes contre toute réforme. Moi, je pense qu'on a besoin d'une grande réforme du fonctionnement démocratique de nos institutions. Vous êtes prêt, le Sénat est prêt à l'examiner? Et donc, de toute façon, on n'a pas forcément on a vu à l'Assemblée nationale. On n'a pas forcément les mêmes réponses les uns et les autres, mais ce débat est nécessaire parce que notre démocratie a besoin d'un nouveau souffle. La Ve République est à bout de souffle. Bon, alors après, il y en a qui disent qu'il faut la retrouver, et d'autres qui, comme moi, pensent qu'il faut la changer. Mais en tout cas, il doit y avoir ce débat. Deuxièmement, moi, par contre, à la différence de Philippe Dallier, je ne vois pas dans le nombre de parlementaires la question centrale du dysfonctionnement de nos institutions. Alors, je sais bien que comme c'était dans le programme de Fillon, personne n'ose dire que c'est démago, tout le monde dit il y a moins de députés, ça coûtera moins cher. On dit ah non, c'est pas grave, ils auront plus d'attachés. Vous pensez le progrès, hein, on a plus de personnel autour des députés plutôt que d'avoir des députés de terrain. Moi, je suis pour que notre régime bascule le maximum vers un régime parlementaire. Comme donc, Mélenchon. Mais comme la sixième comme le Parti socialiste aussi, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, puisque nous avons toujours délibéré dans tous nos textes pour une 6e République, pour une République plus parlementaire. Et les propositions, puisque le groupe socialiste a fait des contre-propositions pour justement parlementariser. Il y a effectivement un groupe de travail ici au Sénat, avec Patrick Camers. Mais on a eu un débat au Bureau national qui a aussi tranché dans ce sens. On a commencé. Attendez, je voudrais quand même dire une chose qui me paraît importante. Puisque le président de la République nous disait que si le Sénat résistait, il irait au référendum. Mais très bien, chiche. Je demande un référendum sur ces institutions. Comme ça, ce sera clair. Parce que notre peuple, il n'a pas simplement envie de comprendre la technique, mais il veut être sûr d'être entendu. Donc là, il faut faire passer cette réforme par voie référendaire. Jannick Halimi, on a commencé ce débat autour de la question du rythme des réformes, puisqu'on voit que le président Emmanuel Macron a été élu justement sur cette ambition de transformer le pays. Il peut, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il continue justement sur ce rythme? Écoutez, sauf dégradation accélérée du climat politique, il le peut. Il ne faudrait pas que sa cote de popularité s'effondre, premièrement. Deuxièmement, les réformes qu'il doit mettre, si tant est qu'on est dans dans la philosophie d'Emmanuel Macron, hein, bien évidemment, comme je crois que vous le disiez, il ne peut pas freiner. Il ne peut pas freiner. Il a été élu pour ça, effectivement, qu'on le veuille ou non, pour transformer le pays, mais à condition. Alors, est-ce que le remaniement ministériel en est l'occasion? Peut-être. Je ne pense pas qu'il soit d'ampleur telle que ce sera suffisant. Il faudra quand même, Monsieur Patria, peut-être que vous devriez lui chuchoter, mais tout le monde le lui dit orbi et orbi. Il faut quand même qu'il donne un sens à ces réformes, parce que les dernières, même celle, le statut de la SNCF qui a quand même été voté, on ne voyait pas trop bien finalement quel était le lien entre la réforme du statut et la lutte contre le chômage, qui est quand même la valeur cardinale vers laquelle je crois tous tout de même vous tendez. Donc donner un sens et donner effectivement la deuxième coloration à ce fameux en même temps, qui est la sécurité, donc plus de social. Il n'aime pas qu'on parle de gauche. On attend le plan pauvreté, on attend de voir ce que c'est que la santé. Donc il a, sans peut-être tomber, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, infléchir vers plus de redistribution, puisqu'Emmanuel Macron est contre ça. Il faudra tout de même qu'il s'oriente vers ce style-là de réforme. Les Gaulois réfractaires, ils vont devoir s'y faire à ce rythme des réformes. Je pense qu'ils vont nécessairement devoir s'y faire. D'ailleurs, ils s'y font déjà. Mais encore une fois, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à la fin des temps, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Est-ce qu'il va y avoir moins de chômage, mais de manière visible, durable? Ça, c'est vraiment l'enjeu essentiel. Et il sera
sera jugé là-dessus, le président de la République. Deuxièmement, c'est la question du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que les Français vont avoir à la fin du mois dans leur portefeuille? Et je crois que ça, c'est un point très important. Troisièmement, est-ce qu'ils auront le sentiment que le gouvernement agit avec justice, de manière impartiale? Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la perception d'Emmanuel Macron. Alors là, il y a un risque. Le risque, encore une fois, c'est l'année prochaine. Il est vrai que s'il y a des élections européennes qui, disons, ne donnent pas les résultats espérés au président de la République, et malheureusement, on sait que les élections européennes sont plutôt des élections sanctions, il peut y avoir un effet en contre-coup sur la perception de sa popularité et de sa légitimité. Et ça, c'est un risque majeur. Donc, il doit absolument y répondre dès aujourd'hui. Bien, merci Nicolas Tenzer, merci Philippe Dallier, merci à vous Yannick Halimi, merci François Patria, merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir été les premiers invités pour cette nouvelle saison de Sénat 300.